See, Judah ruled the heart, you know. When you speak of Rastafari, touch the heart. Dans l'euphorie qui s'empare du pays lors de l'indépendance, la musique est le porte-parole des jeunes Jamaïcains de la génération de Bob Marley. C'est leur façon à eux de rompre avec le passé colonial. Ce que Bob exprimait, cette confiance en lui, ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'arrogance à l'encontre de l'establishment, c'était un sentiment partagé par des milliers de jeunes Jamaïcains. He was more than the king of reggae. Bob Marley's music made him a walking political weapon. It also made him a marked man. It's on the record that Bob Marley... This is stand up and talk for my rights. I know what that is. See? And I don't care who the guy is. Because my right is my right, like my life. You know? All I have is my life. Oh, take my soul and suss me out. Malgré 300 millions de disques vendus dans le monde, Bob Marley, la première grande star internationale du reggae, a dû faire face à la violence, à une tentative d'assassinat et à l'exil. Il est devenu le porte-parole de sa petite île des Caraïbes, la Jamaïque, déstabilisée par la politique internationale et les conflits internes. Pour certains, c'était un homme extrêmement dangereux, l'ennemi public numéro 1. Son arme, son M16, c'était la musique, c'était sa guitare. Et à chaque fois qu'il était en colère, sa guitare lui permettait de l'exprimer. Ses chansons étaient comme un journal. Elles permettaient à tous ceux qui ne savaient pas lire de se tenir informés sur la Jamaïque et le monde. Il n'a jamais eu de vie de famille au sens propre du terme. Il a grandi à droite, à gauche, un peu avec sa mère, pas du tout avec son père. Il n'y a jamais eu une personne dont il soit resté proche tout au long de sa vie. Bob Marley avait ses contradictions. Enfant d'une famille désunie, il est devenu le chantre de l'unité sur la scène internationale. Prophète en son pays, il a pourtant essuyé les attaques des forces répressives contre lesquelles il a lutté toute sa vie. On n'était peut-être pas encore entièrement au point sur le plan musical, on apprenait encore. Mais Bunny et moi, on avait le type de voix qui convenait parfaitement à la musique de Bob et qui la mettait en valeur. Et on y mettait tout notre cœur. Il était très beau. Il l'est toujours, où qu'il soit. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit « Waouh, pas mal !» Mais je ne l'imaginais pas avec quelqu'un à la peau aussi claire, car j'avais toujours été attirée par les hommes grands, beaux et à la peau très foncée. Bob me demandait de lui passer du cirage dans les cheveux pour avoir l'air plus africain, pour que ses cheveux soient plus noirs. On a donc commencé par avoir une relation amicale. On s'appréciait. Et puis, de fil en aiguille, Bob ayant la personnalité qu'il avait, je n'ai pas pu faire autrement que de tomber amoureuse. Toujours le premier arrivé au studio et le dernier à partir, Bob répète avec ses musiciens jusqu'au petit matin. Les répétitions ont lieu au Studio One, tenu par le légendaire Coxsone Dodd. On répétait beaucoup à cette époque.
On était tous très motivés et très sûrs de nous. Un jour où tout le monde était là, j'ai demandé à Bob d'être le chef du groupe. Car quand il n'était pas content de la musique, ça se voyait à sa tête. Et tout le monde essayait de rentrer dans le rang. Bob était quelqu'un de très strict. Quand on avait une répétition, il fallait être à l'heure. On n'était pas là pour rigoler ni pour s'amuser. C'était quelque chose de sérieux. Et si on voulait pouvoir... If you listen